Et si on parlait de sport ? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission Et si on parlait de sport avec à mes côtés pour cette 22e émission Audrey et Laurent. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Nos invités pour cette émission, Mathias France, conseiller technique de la Ligue Occitanie de triathlon et coordinateur du centre régional d'entraînement de triathlon universitaire de Toulouse, et Clément Boulot, chargé de développement. Juliette Puy-Debat, championne d'Europe et multiple championne de France de roller course et aussi présidente du comité de roller de Haute-Garonne. Daniel Boniton, présidente du Pibrac Roller Skating, et Quentin Poujol, récent champion du monde du 10 000 mètres sur piste. Au programme cette semaine, c'est 3 en 1 avec le triathlon. Préparez vos maillots de bain, vos vélos et vos chaussures de course à pied pour vous lancer un défi de 1,5 km de natation, 40 km de cyclisme et 10 km de course à pied, distance olympique oblige. Nos spécialistes vous apportent leurs conseils et leurs encouragements. En deuxième mi-temps, enfilez vos patins à roulettes ou roller skating pour les adeptes anglophones et venez découvrir les 9 disciplines que propose la Fédération française de roller et de skateboard avec la présence d'une championne d'Europe, multiple championne de France et d'un champion du monde. Mais avant ce coup d'envoi, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant match? Et les principaux résultats de la semaine, Pauline, avec la F1. Et oui, en Formule 1, le Grand Prix de Sao Paulo au Brésil où Max Verstappen poursuit sa saison de rêve. Dimanche, le triple champion du monde a remporté sa 17e victoire de l'année lors du Grand Prix du Brésil. Il s'est imposé devant Lando Norris et Fernando Alonso. Et en tennis, le Paris Masters à 36 ans, Novak Djokovic a remporté son 7e Rolex Paris Masters après avoir dominé en 2-7 Grigor Dimitrov lors d'une finale pleinement maîtrisée, 6-4, 6-3. Passons à la voile avec la Transat Jacques Vabre. À mi-course, Armel Lecléache et son co-skipper Sébastien Josse ont viré en tête dimanche l'archipel brésilien de Sao Paulo et de Sao Pedro, devant les duos Charles Caudrelier, Erwan Israël et François Gabard, Tom Laperche. En cyclocross, championnat d'Europe à Pontchâteau, donc en Loire-Atlantique, un bilan plus que satisfaisant avec un total de 5 médailles, dont 2 or chez les juniors. Inscrit pour la première fois au programme des championnats d'Europe de cyclocross, le relais mixte par équipe a été remporté par l'équipe de France sur le circuit de Couette-Rose. Il y avait dans cette équipe donc Aubin Spartzfeld, Rémi Lelandais, Célia Géry, Electa Gallezo, Hélène Clausel et Joshua Dubo qui ont devancé les équipes de Grande-Bretagne et de Belgique. La Française Célia Géry et son jeune compatriote Aubin Spartzfeld ont remporté tour à tour le titre de champion d'Europe junior de cyclocross. Jules Simon s'est emparé, lui, de la médaille de bronze dans cette même catégorie. En espoir, Rémi Lelandais a pris la 3e place. Et en patinage artistique, Grand Prix de France à Angers, le Français de 22 ans, Adam Siao Imfa, s'impose au Grand Prix de France avec plus de 300 points. Il devance le médaillé de bronze mondial américain Ilya Malinen et le vice-champion olympique japonais Yuma Kajiyama. Les Bleus décrochent aussi 2 médailles de bronze avec les danseurs Evgenia Lopareva, Geoffrey Brissot et le couple Camille et Pavel Kovalev aux 3e places de leur catégorie respective. Et donc, Pauline, on passe au judo et ça se passait au championnat d'Europe donc à Montpellier, en Occitanie. Avec 5 titres européens, le judo français peut se tourner confiant vers Paris 2024. Chez les femmes, dans la catégorie de moins de 48 kilos, la française Chirine Boukli a remporté le 3e titre européen de sa carrière en battant en finale la portugaise Catarina Costa. En moins de 52 kilos, Amandine Bouchard a remporté la médaille d'or. Il s'agit de son 2e titre européen après celui de 2021. En moins de 57 kilos, Sarah Léonie Sissik a été expéditive pour remporter la finale pour la 3e place face à l'Allemande Pauline Stark. En moins de 70, Marie-Ève Gaillet a remporté un 2e sac européen d'affilée. Et enfin, chez les plus de 78 kilos, Roman Diko a remporté le titre en dominant en finale sa rivale, la numéro 1 mondiale israélienne Raz Hershko. Une énorme satisfaction pour la Française, désormais quadruple championne d'Europe. Et chez les hommes, dans la catégorie des moins de 60, le Français Lucas Medze a remporté son 1er titre européen après s'être imposé contre Dishot Kamalchov en finale. Romain Valadier-Picard, lui aussi,
en moins de 60 kg, a remporté sa première médaille dans une compétition majeure en prenant le meilleur sur Joré van Verstraeten dans la finale pour la 3e place. Pour finir dans la catégorie des moins de 66 kg, Walid Quillard a remporté le bronze. Et cette fois, on va passer au basket avec l'Euroleague Femmes. L'Asvel a perdu pour la 5e fois à Chio, 58-84. Villeneuve d'Ascq a de son côté craqué en fin de match sur le parquet de Prague, 63-74, tandis que Basketland s'est rassuré contre Perfumerias Avenida, 69-48. L'Euroleague Homme, cette fois, Monaco a remporté un match pénible mais important, 66-72 sur le parquet de l'Olympia Milan, jeudi soir en Euroleague. Après 18 défaites d'affilée en Euroleague depuis fin janvier 2023, l'Asvel s'est enfin imposé jeudi dans la dernière minute à Kaunas, 91-88. En Eurocoupe Femmes, Bourges a enregistré un 4e succès de rang ce mercredi à Antalya, 99-67. De son côté, Roche-Vendée n'a pas fait le poids sur le parquet de l'Arca Gdynia, 86-61 lors de la 4e journée d'Eurocoupe. Et en Eurocoupe Homme, une semaine après sa première défaite de la saison en Eurocoupe, Bourg-en-Bresse a renoué avec la victoire en dominant le Budugnost Voli Podgorica au terme d'un match serré jusque dans les dernières minutes, 78-73, grâce à sa victoire face au club ukrainien Prometei. 79-96 ce mercredi lors de la 5e journée d'Eurocoupe. Paris reste sur 5 succès de suite dans la compétition et conserve sa place de leader du groupe A. Et en handball, match amical au Palais des Sports de Toulouse. Avant de s'attaquer à l'Euro en Allemagne du 10 au 28 janvier 2024, les Bleus ont parfaitement négocié leur entrée. Face à une équipe de Roumanie totalement dépassée par les événements, les hommes de Guillaume Gilles se sont tranquillement imposés au terme d'un match complètement débridé, 40-21. Et en football féminin, la Ligue des Nations, l'équipe de France a dû concéder le match nul à Reims face à la Norvège 0-0. 4 jours après leur victoire à Oslo 2-1, les Bleus ont cette fois eu plus de mal à percer le verrou norvégien. Et en football, en Ligue 1, notre TFC qui menait au score à 10 minutes de la fin a été renversé par le Havre 1-2. Le Paris Saint-Germain a lui disposé facilement de Montpellier grâce à un but en L1 de Kang In Lee et d'un infatigable Dembélé. Score final 3-0. Et en rugby féminin, la nouvelle compétition Women 15. Après leur défaite face à l'Australie la semaine passée, les Françaises ont de nouveau perdu ce samedi face au Canada, 20-29 à Auckland, pour leur dernier match du Women 15. Et en rugby, pour finir avec le retour donc de ce top 14, Montpellier a enchaîné une 4e défaite samedi à Bordeaux, 26-13, sans jamais donner l'impression de pouvoir l'emporter. Victoire bonifiée pour le Stade français face au Castres Olympique, 39-16, synonyme d'une première place au top 14. Perpignan est allé chercher ses premiers points de la saison en top 14 contre Toulon, 26-22. Courte victoire de Pau, 13-9 face aux champions de France toulousains en clôture de la 5e journée du championnat. Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission Et si on parlait de sport, avec nos invités Mathias Franz, conseiller technique de la Ligue Occitanie de triathlon et coordinateur du Centre régional d'entraînement universitaire de Toulouse, avec Clément Boulot, agent de développement. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités Mathias Franz, conseiller technique de la Ligue Occitanie de triathlon et coordinateur du Centre régional d'entraînement universitaire de Toulouse. Je me suis pas trompé ? Non, c'est ça, très bien Laurent. Et avec Clément Boulot, qui est lui agent de développement au niveau du triathlon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc pour nos auditeurs, juste un petit rappel sur la définition du triathlon. C'est un sport d'endurance qui consiste en une compétition multisport combinant 3 disciplines, la natation, le cyclisme, la course à pied. Les triathlètes doivent enchaîner les 3 épreuves sans pause. Avant d'entrer dans les détails de cette discipline, j'aimerais que vous me proposiez de revenir sur la Super League Champions Series qui s'est déroulée à Toulouse début septembre avec la victoire de Léo Bergère. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, Mathias, de cette compétition ? Oui, donc la Super League est un nouveau format de course qui est apparu après l'épisode Covid, donc première saison en 2021. C'est un circuit en 4 étapes. Cette année, il y avait l'étape de Londres, l'étape de Toulouse, Malibu et une finale à Neom. Donc voilà, c'est la 2e saison que la Super League vient à Toulouse. Le principe, ce sont des courses individuelles avec un classement également par équipe sur des formats un petit peu inédits, sur des toutes petites distances, en variant des fois l'ordre des disciplines. Donc par exemple, sur l'étape de Toulouse, le format était le triple mixte, ce qui consistait à enchaîner 3 petits triathlons sous forme de 3 manches. Une première manche avec 300 mètres de natation, 4 km de vélo et 1,6 km en course à pied. Ensuite, il y avait donc 3 minutes de récupération. Ils enchaînaient avec une nouvelle manche où cette fois on inversait l'ordre un petit peu des disciplines, avec donc 1,6 km de course à pied. Ils enchaînaient 4 km à vélo et ils finissaient en natation, ce qui
pas commun pour nous. Et enfin, la dernière manche se faisait en départ-poursuite, comme on a des fois l'habitude de le voir en biathlon, donc avec le meilleur temps qui part en premier et avec le temps de décalage sur les 2 séances. Donc voilà, Léo Bergère a gagné l'étape de Toulouse, un beau vainqueur, 2 semaines après le test event de Paris. Et chez les filles, donc c'est une Anglaise, Kate Walsh, qui finit juste devant nos 2 Françaises, Léonie Perriot et Emma Lombardi. Alors, on en a parlé dans l'émission d'ailleurs, de ces résultats. C'est ce qui est intéressant d'expliquer un peu aux auditeurs. Donc là, on est sur ce format-là, Super League. Maintenant, on entend aussi parler d'autres triathlons qui se font. On parle d'Ironman, de tout un tas d'autres opérations. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le circuit un peu international ? Ouais, donc sur le circuit international, en fait, on distingue vraiment 2 circuits. Le circuit courte distance où on connaît un petit peu plus nos athlètes olympiques. Donc Attends, tu dis courte distance, dis-nous les distances dont tu parles. Parce que pour toi, c'est courte distance, mais pas forcément pour nous. Donc oui, format sprint, donc 750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied. Courte distance, hein, Audrey. C'est courte distance. C'est pour ça que je voulais te le faire dire quand même. Hein, tu te sens bien 750 ouais, parties, déjà, là, hein. si je fais 8 km à pied, moi, c'est bien. Mais j'enchaîne rien d'autre après. Hein, donc ça, c'est la courte distance. Donc ça, voilà, c'est le format sprint. Et du coup, on retrouve ce qu'il y a le format aux Jeux Olympiques. Donc c'est le double, c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Ça, c'est le triathlon de base. Ça, c'est le triathlon olympique. Voilà. Okay. C'est là-dessus que nos coureurs nos athlètes, triathlètes, on a dit, je crois, vont participer au jeu sur cette base-là, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il y aura un format olympique en individuel et aussi un format relais mixte 2 jours après, où cette fois c'est un format plus court, c'est 300 mètres de natation, 7 km de vélo et 2,5 à pied. Voilà, les doigts dans le nez, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Ouais. C'est pas forcément plus facile, mais c'est beaucoup plus rapide. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les évolutions justement du triathlon, puisque là il parlait Laurent d'Ironman et tout, donc là on est sur des courses un peu plus alors costaud, du coup, encore plus. Voilà, le format longue distance, c'est donc ce qu'on appelle le format Ironman. Donc Clément en parlera un petit peu après sur la genèse du triathlon, mais c'est la plus grande distance qu'il existe aujourd'hui. Donc c'est 3,8 km de natation. Ah, dis pas, non, tu diras pas, parce que c'est une question du quiz. Donc ne balance pas trop d'infos là-dessus sur les kilomètres. Mais du coup, il y a d'autres évolutions ? Il y a cette grande distance et du coup, elle se décline un peu plus à moitié, quoi. Il y a format Ironman et Half Ironman. Le triathlon, c'est un sport relativement jeune, dont l'histoire remonte aux années 70. D'après ce que j'ai lu, je me suis documenté. Le format de course standard, on l'a vu. C'est devenu un format officiel pour les Jeux Olympiques en 2000. Depuis, le triathlon s'est diversifié avec différentes courses de distance qu'on vient de voir. Comment on arrive dans ce type de compétition à faire un choix, en fait ? Comment ça se passe ? En général, quand on commence le triathlon jeune, on est bloqué par les distances, donc on a des distances à respecter. Donc si on prend par exemple des catégories cadet junior, donc avant 18 ans, on n'a pas le droit de faire plus qu'une distance sprint. Donc on est limité par rapport à ça, par rapport à notre âge. Et après, ça sera plus par rapport aux qualités physiques et aux préférences qu'on se redirigera soit sur du long, soit on restera sur un format court distance. Du coup, je rebondis à ta question. Clément, quelles sont les aptitudes spéciales physiques pour participer à ces épreuves quand même de triathlon ? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on reste même sur les courtes distances, comme on dit. Ça reste quand même des formats assez longs, parce que pour un format S, par exemple, on va quand même avoir 1 heure d'effort pour les meilleurs, jusqu'à 1h30, presque 2 heures d'effort pour les débutants. Donc en fait, on a quand même une grosse dominante d'endurance à avoir pour réaliser un triathlon. Et après, ce qui fait réellement la spécificité de notre sport et de l'ensemble des disciplines qu'on peut avoir dans le triathlon, parce que la fédération, du coup, c'est triathlon et discipline enchaînée. Donc à l'intérieur, on y rentre du duathlon, on y rentre de l'aquathlon, du swimrun récemment. On a aussi du sport. Les néophytes ne savent pas qu'est-ce que le swimrun et qu'est-ce que le biathlon. Alors, on a le duathlon, on est sur une épreuve course à pied, vélo, course à pied. Donc il se décline en plus de ça dans tous les différents formats comme on peut avoir dans le triathlon. Donc du S, du M, du L. Et on peut avoir aussi donc du swimrun qui est une nouvelle discipline qui vient d'Otilo en Suède, qui vient d'arriver il y a 5-6 ans en France. Et en fait, on est sur une épreuve où on doit aller d'un point A à un point B avec des portions dans l'eau, avec des portions sur terre. Et tout le matériel qu'on a dans l'eau, on doit l'avoir sur terre. Et tout le matériel qu'on a sur terre, on doit l'avoir dans l'eau. Donc en gros, on va nager. De charge et tout, quoi. On doit nager avec ses chaussures de course à pied, avec son t-shirt, avec son short. Donc après, il y a du matériel spécifique qui est apparu pour cette discipline-là. Mais sinon, ça reste une nouvelle discipline
Et donc, ces nouvelles disciplines, pareil, c'est d'autres aptitudes physiques, d'autres aptitudes spéciales. Chaque discipline va avoir ses aptitudes spécifiques à avoir pour performer. Après, on reste du coup sur des disciplines qui sont enchaînées. Donc, l'enchaînement est très important à avoir, à travailler du coup à l'entraînement pour performer. À partir de quel âge on peut se lancer dans ce genre de discipline ? Dès 6 ans. 6 ans, et plus récemment, là, depuis cette année, on peut accéder aux entraînements à partir de 4 ans. Donc, comment ça se passe sur le plan de la Ligue Occitanie pour justement retrouver où est-ce qu'on s'entraîne, comment les clubs s'organisent ? Alors, on a un site internet www.triathlonoccitanie.com où on recense en fait du coup tous les clubs en Occitanie. Donc, on a 90 clubs en Occitanie, entre 90 et 100. Chaque club propose l'ensemble du panel de disciplines dans ses entraînements, et normalement dans tous les clubs, on va pouvoir pratiquer tous les sports qui sont dans le triathlon. Et sinon, en Occitanie, on est 4200 licenciés. Ah oui, quand même. Environ, voilà, et pour 1000 jeunes. Super. Là, tu dis que tous les clubs, on peut s'entraîner sur les 3 pratiques en même temps. Et donc, combien dure un entraînement ? Moi, si je veux pratiquer... Alors, je voudrais pas... Audrey, tu vas te lancer, Audrey. Je te sens bien motivée. Non, pas autant. Après, j'aime les 3 disciplines séparément, mais je me dis, comment on fait pour s'entraîner les 3 disciplines ? Il y a combien d'heures d'entraînement là ? Alors, on va travailler séparément. On va travailler de la natation. On a des entraînements de natation, des entraînements de course à pied et des entraînements de vélo. Après, à l'approche des compétitions, on va pouvoir avoir des entraînements d'enchaînement, des travails d'enchaînement où on va par exemple mettre des vélos d'appartement à côté d'une piscine et nager, faire du vélo, Où on va pouvoir aussi avoir un vélo par exemple à côté de la piste d'athlétisme, et on va pouvoir courir et faire du vélo, ainsi de suite. Voilà. Merci, c'est beaucoup plus concret du coup. Mais il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'entraînement pour faire un premier triathlon. Un entraînement par discipline dans la semaine, ça suffit pour faire son premier triathlon. En format S. En format S. Ah ouais. Pas le XL quand même. Hein. Non. Alors, je reviens à toi, Mathias. Toi, tu es le coordinateur donc, du Centre régional d'entraînement universitaire de Toulouse, qui a ouvert en 2021. Quel est le rôle justement de ce centre d'entraînement et à qui il est destiné ? Ouais, c'est ça. On a ouvert en 2021 ce centre qui est à destination des étudiants qui viennent du coup s'installer sur Toulouse. Enfin, le constat qu'on a fait avant, c'était que les jeunes qui arrivaient sur Toulouse de petites villes voisines arrêtaient le triathlon, ou alors se sentaient obligés de venir dans un club toulousain qui des fois n'avait pas forcément tous les créneaux et toutes les structures adéquates. Donc l'idée, c'était de permettre à ces jeunes de rester licenciés dans leur club d'origine et tout en continuant leurs études. Donc c'est-à-dire de créer un groupe d'entraînement où on retrouve des filles, des garçons de plusieurs clubs différents, et qu'on monte la saison ensemble, et qu'après le week-end, ils courent sur les couleurs de leur choix. Donc c'est ouvert à tous, licenciés ? C'est ouvert, donc c'est sur sélection. La première saison, il y avait 8 athlètes, 4 filles et 4 garçons. L'année dernière, on était 12, et cette rentrée, ils sont 16. Donc 7 filles, 9 garçons sur sélection, avec du coup 8 clubs représentés. Voilà. Et comment vous détectez ces talents ? Là, l'inscription se fait en fait, on communique dessus, et du coup c'est le projet des jeunes qui demande à intégrer le dispositif. Et après, nous on fait des entretiens de sélection, on connaît un peu leurs résultats sportifs, leur CV sportif. Juste une question, et combien de temps ça dure ce programme ? Du coup c'est sur la saison universitaire, donc on commence fin septembre, début octobre jusqu'à fin juin. Et l'idée c'est qu'après l'été, s'ils ont des compétitions après l'été, les clubs reprennent le flambeau entre guillemets, mais voilà. Il y a un lien qui est créé entre normalement le club, le jeune et nous. Donc c'est en plus de leur entraînement ? Ouais, exactement. Et c'est le week-end. Donc on fonctionne toute la semaine, du lundi au vendredi. Ils nagent tous les matins, ils s'entraînent 2 fois par jour, et le week-end, s'ils rentrent dans leur club, ils peuvent suivre leur chrono club. Quel conseil donneriez-vous, là je m'adresse aux deux, à des personnes qui souhaiteraient se lancer dans le triathlon, mais qui ont effectivement peut-être de l'appréhension voilà. Mais le premier conseil que je pourrais donner, c'est déjà ne pas avoir peur de la distance. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, on voit souvent le triathlon comme l'Ironman, et c'est vrai que c'est l'épreuve qui nous a fait connaître au début. Mais le triathlon, comme on l'a vu du coup tout à l'heure, il y a beaucoup de distances différentes. On peut même commencer avec des formats XS, avec seulement 200 mètres de natation et 10 km de vélo et 2 km et demi en course à pied. Donc ça reste des formats très accessibles pour un peu tout le monde qui sait nager. Et quelqu'un qui ne saurait pas nager, par exemple, pourrait faire d'autres disciplines comme l'aquathlon, le duathlon, et on n'est pas obligé de
savoir nager pour pouvoir faire une des disciplines enchaînées du triathlon. Après, on a aussi plusieurs dispositifs à l'intérieur qui sont développés par la Ligue. Donc, on accueille des personnes en situation de handicap et on met en place du coup des labellisations pour les épreuves. Pour rendre accessible, en fait, on accompagne les organisateurs pour rendre accessibles les organisations. Nous, on a 73 organisations en Occitanie. Donc, on en a 6 qui étaient accessibles cette année pour les personnes en situation de handicap. Et on accompagne aussi, du coup, les athlètes pour accéder à ces compétitions-là au niveau régional, national et international pour certains de nos athlètes. Donc voilà un petit peu, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap on peut pas pratiquer le triathlon. On a aussi des dispositifs qui visent à promouvoir le sport chez les femmes aussi. On a beaucoup de mixité dans le triathlon, on a beaucoup de femmes qui pratiquent le triathlon, donc c'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde. C'est obligé qu'il y ait une discipline, donc le duathlon, le triathlon, qui nous correspondent dans le triathlon, dans la fédération. Donc voilà, qu'on aime la nature, qu'on aime les parcours rapides, on a tout ce qu'il faut. Et voilà, après sinon toutes les infos, pour quelqu'un qui voudrait commencer, il a toutes les infos sur le site internet, il peut retrouver le calendrier, il peut retrouver tous les clubs qui peuvent l'accueillir. Le prochain événement ? Alors là, on est un peu dans une période creuse. Parce qu'il fait froid dans le moment. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas trop d'événements en ce moment, mais on va recommencer en mars avec la saison des duathlons, les grands prix régionaux. Donc voilà, avec des épreuves sur Castelnaudary, sur Lunel. C'est un peu le gros point de la saison, du début de saison. Donc entraînement toute l'année, mais le cœur de saison phare, c'est de mars à septembre ? De mars à fin octobre, ouais. Fin octobre, ok. Donc là, c'est un petit peu en mode hiver entraînement. Détection de nouveaux talents. Exactement. Mathias, tu as un autre petit conseil peut-être à donner pour ceux qui hésitent encore ? Non, peut-être une question pour le quiz tout à l'heure, mais savoir qui est le champion du monde Ironman, vu qu'on en parlait de la distance tout à l'heure. Et peut-être que si vous avez l'info... tu peux le dire. Voilà, c'est un Français qui s'entraîne chez nous en Occitanie, qu'on avait sur les stages jeunes. Il s'appelle Sam Ledlow. Son frère était avec nous la semaine dernière. Il est licencié aux Angles Triathlon, donc du côté de Font-Romeu. Et en fait, c'est un jeune, on parlait des formats, qui s'est mis en tête de devenir champion du monde quand il était tout jeune. Et dès qu'il a eu la possibilité de monter sur la distance reine, on va dire, il a fait ses preuves petit à petit. Et aujourd'hui, c'est le plus jeune champion du monde Ironman. Il a quel âge ? 24 ans. Ouais, 24 ans. Ouais, bravo. Mais merci beaucoup à tous les deux pour vos commentaires sur la Super League Championship, pour votre présentation du triathlon en région Occitanie. On aura noté que pour les athlètes universitaires et étudiants sur Toulouse, vous pouvez aussi profiter du coup d'un centre d'entraînement clé en main. Bonne continuation pour le développement de la discipline et vous êtes les bienvenus quand vous voulez pour venir nous parler de cette belle discipline et de tous ces différentes dérivées, on va dire. Merci. Merci à vous pour l'invitation. C'est la mi-temps. Retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants pour parler roller avec nos invités Juliette Puy-de-Batte, championne d'Europe et multiple championne de France de roller course et aussi présidente du comité roller de Haute-Garonne, Daniel Boniton, président du club de Pibrac Roller Skating et Quentin Poujol, récent champion du monde de 10 000 mètres sur piste. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités Juliette Puy-de-Batte, championne d'Europe et multi-championne de France de roller course et aussi présidente du comité de roller de Haute-Garonne, Daniel Boniton, président de Pibrac Roller Skating et Quentin Poujol, récent champion du monde du 10 000 mètres piste. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de roller skating. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
Juliette, on va commencer par Juliette. J'aimerais débuter cette interview en m'adressant d'abord à la championne. Lorsqu'on s'est eu au téléphone, tu étais surprise que je t'appelle pour ça. Mais moi, c'est ce qui m'a séduit dans la recherche que j'ai faite sur le roller. Et je suis tombé sur une championne qui habitait pas très loin de chez moi et qui s'avère être une championne d'Europe et une championne de France, multiples fois. Alors ça m'a interrogé. C'est pour ça que j'ai voulu t'avoir aujourd'hui à l'antenne. Un petit rappel, donc je viens de le dire, tu as gagné 6 fois le titre de champion de France, quelque chose comme ça 3, 4 fois, je sais plus combien. 19. Voilà. Donc j'étais loin, donc je suis encore plus heureux de t'avoir. 19 fois championne de France. Alors la question toute bête, c'est comment une jeune femme se lance dans une telle discipline et quel a été ton parcours, en quelques mots? C'est ma petite sœur qui a commencé le roller. Merci à la petite sœur alors. Voilà, c'est ça. Elle a suivi une copine et puis moi je me suis dit ok, moi aussi je veux faire pareil et puis je suis partie là-dedans. J'étais déjà grande pour la discipline, j'avais presque 8 ans alors qu'aujourd'hui c'est à 4-5 ans qu'on commence le roller, donc j'étais déjà grande, mais ça m'a plu tout de suite. Et puis les résultats sont arrivés assez rapidement. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a fonctionné. Voilà, j'ai été plusieurs fois championne de France depuis de mes 11 ans. Alors précise un peu dans quelle discipline tu l'as été. Ah oui. Alors du coup, je fais du roller course uniquement. On a plusieurs disciplines dans le roller, mais moi, ma spécialité, c'est la course. Et je suis plutôt dans la longue distance. Donc, on a différents types de courses dans notre discipline. Le sprint, le 1000 mètres, la longue distance et le marathon. Donc, moi, j'ai toujours été dans la longue distance, à partir du 1000 mètres et jusqu'au marathon. Et en fin de saison, j'étais plutôt spécialisée dans le 10 km et le marathon. 10 km sans problème, ça t'a pas affolé ni rien, c'est facile à faire 10 km? Oui, ça va. Alors aujourd'hui, maman de 2 enfants, tu es aussi la nouvelle présidente du comité départemental de roller. Comment arrives-tu à gérer ta vie familiale, vie professionnelle et la gestion d'un comité départemental d'une activité sportive? C'est un peu une question qu'on a le droit de se poser quand même. Oui, c'est sûr. Après, c'est tout récent. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis présidente du comité départemental. Pendant cette année-là, j'ai eu un bébé. Donc du coup, c'est sûr que ça n'a pas été facile à gérer de front. Mais bon, on a des projets, on a des idées, on essaye de les mettre en œuvre. Et puis à la maison, il y a les petites filles qui m'attendent et puis on rigole toute la soirée, puis c'est sympa, voilà. Alors, question aussi à Madame la Présidente, quels sont tes objectifs pour le développement de la discipline dans le département? Mais là, on essaye de faire des événements qui regroupent toutes les disciplines du roller. Donc l'année prochaine, on va essayer de lancer un projet, les Jeux du roller, où on va essayer de faire des manches, où on va essayer de faire de la course, du hockey, de l'artistique, où n'importe qui pourra participer à ces épreuves-là. Et je crois qu'on l'avait déjà fait, c'était en 2016, je crois, ou 2013. C'est ça, 2016. Donc en 2016, on avait fait ça au niveau ligue. Donc là, pour le coup, c'est le comité départemental qui va essayer de le mettre en place. Mais ça avait super bien fonctionné. On avait rencontré nos collègues de notre fédération, qu'au final, on ne se voit jamais, puisqu'on est tous dans des disciplines qui n'ont rien à voir. Mais on partage le même sport, quelque part, le roller, et la même passion. Et du coup, je trouve ça sympa de tous se réunir au même endroit, en même temps. Donc Daniel, toi, tu es le président du club de Pibrac. Justement, est-ce que tu peux nous faire une présentation un peu plus détaillée de ces différentes disciplines de roller et qui existent et celles que l'on peut pratiquer chez toi à Pibrac et dans le département? À Pibrac, on peut en disputer 3. La course, le roller derby et la randonnée. Alors, c'est quoi le roller derby? Le roller derby, pour ceux qui savent, c'est un peu le roller catch. Je sais toujours pas, c'est quoi? Alors, pour des personnes qui ne savent pas. Il y a eu un film célèbre à ce sujet-là, où l'on voit des jeunes femmes qui tournent sur une piste d'une centaine de mètres, et je pousse, je passe, je plaque, etc. Et donc ça, c'est le derby? C'est le derby. Ok, voilà. Après, tu as le roller, tu m'as dit de randonnée? Randonnée. Donc oui, là... c'est plus déjà pour les adultes qui veulent garder la forme et qui vont faire la randonnée le long du canal. Donc en extérieur. Etc. À l'extérieur, oui. Ok. Après, les autres? C'est la course, donc pratiquée à Pibrac, principalement, où nous pratiquons la course vraiment au haut niveau. La preuve en est avec Quentin. Nous avons à Pibrac entre 6 et 10 athlètes inscrits sur la liste des athlètes de haut niveau du ministère des Sports. Cette année, il y en a 6. Et notre club constitue souvent l'ossature de l'équipe de France, puisque cette année, nous avions 5 athlètes au championnat d'Europe de Pibrac et 4 au championnat du monde. Pourquoi 4 ? Puisque un des 5 qui est junior B
il n'y a pas la catégorie junior B dans la coupe au championnat du monde. Ok. Et nous avons 5 champions d'Europe cette année. Et après, en autre activité, donc il y a le roller freestyle. Bon, il y a l'artistique, bien sûr. Donc street, ramp, ball. Oui, mais ça, c'est pratiqué à Colomiers. Ok. Le roller inline freestyle, le ring hockey. Le ring hockey, c'est à Blagnac. Donc, c'est le hockey avec des patins quad. Le quad, c'est les 4 roues non alignées. Et l'ancien patinage artistique. Voilà. Et le patinage artistique se fait... Ouais, à roulette. Le patinage artistique se fait... Alors là, il y a un club à côté de chez nous. Il y en a pas à Blagnac ? Oui, il y a Blagnac et puis il y a Tournefeuille. Voilà. Il y a le roller donc hockey aussi, ça on l'a dit. Le skate. Le roller hockey, non, c'est pas la même chose. C'est pas le ring hockey. Le roller hockey se pratique en patin en ligne. Alors que l'autre avec... C'est pas le même matériel, c'est pas les mêmes protections, c'est pas le même palais. C'est une balle, l'autre c'est un palais. C'est pas du tout pareil. C'est deux... Après on a le roller soccer. Oui, ça... On n'en a pas. On n'a pas. Et la descente, est-ce que dans la région, on peut en faire de la descente ? Ben oui, mais pas la région, si on va dans les Pyrénées. Ok, donc ça, c'est des grosses descentes, les vraies montagnes. Souvent avec des planches. Ok, alors je reviens à Quentin, donc champion du monde de 10 000 mètres sur piste. Raconte-nous ton parcours et comment on devient champion du monde. Et ton âge, parce que bien sûr, on est à la radio, les gens ne le voient pas, mais tu es extrêmement jeune. Enfin, moi, je pense que tu es jeune. Et à ton âge, déjà, être champion du monde, c'est énorme. Enfin, du coup, dis-nous tout. Du coup, j'ai 18 ans. Ouais. Un peu jeune. Et j'ai commencé le roller, c'était pas à Pibrac, c'était à Saint-Orin, c'était dans un club un peu plus petit. Et c'était où là, il y avait de la course, mais à un niveau beaucoup moins élevé qu'à Pibrac. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour le roller course, on a besoin de certaines infrastructures, comme des routes ou des pistes. Et en fait, à Saint-Orin, on avait juste un gymnase. Et du coup, là, en 2016, quand j'avais 11 ans, je suis parti à Pibrac. Et du coup, depuis, je m'entraîne à Pibrac. Et du coup, là, fin août, j'ai été sacré champion du monde sur le 10 km à élimination en junior. Et du coup, les courses de fond, ça se divise en 2 courses. Soit il y a la course à points ou soit la course à élimination, qui exige pas forcément les mêmes qualités. Il y a forcément des qualités d'endurance, mais la course à élimination se base surtout sur la fin. Où en fait, le but, c'est tous les 2 tours, on élimine les 2 derniers. Et du coup, ça fait qu'à la fin, quand il reste 3, c'est un sprint entre 3 personnes. Du coup, c'est super important d'être rapide. Et la course à points, c'est tous les 2 tours. Les 2 premiers gagnent 1 et 2 points. Et du coup, là, le but, c'est surtout d'être très résistant et d'avoir beaucoup d'endurance. Combien d'heures d'entraînement pour en arriver à, justement, au bout de 7 ans, à être champion du monde ? Après, ça dépend un peu du moment de l'année. En hiver et en été, on va pas forcément faire les mêmes entraînements. Je pense que l'hiver, j'étais plus dans les 15 heures d'entraînement, un truc du genre. Et quand on arrive en été, on s'entraîne plus à roller et on s'entraîne un peu moins des fois pour faire des choses un peu plus dures. Et je descendais plutôt à 11-12 heures. D'entraînement de roller, plus après, il y a du renfo, à mon avis. Il y a... Non, compte en tout. C'est déjà quand même 11 heures par semaine, c'est quand même pas mal. Ça te faisait quoi ? Tous les jours, tu t'entraînes ? Du coup, tous les jours. Et si des fois, dans la semaine, je pouvais faire 2 entraînements, si j'avais le temps ou des choses comme ça, j'en faisais 2. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de faire ce sport et plus particulièrement cette discipline de course quand même ? Quand j'étais tout petit, à l'âge de 6 ans, j'avais beaucoup d'énergie et j'aimais beaucoup le sport. Et du coup, je suis allé au forum des associations de ma ville. Et du coup, j'ai essayé plein de sports. Et il y avait le roller. Du coup, je me suis inscrit au roller. Ça m'a beaucoup plu. Et au fil des années, du coup, j'ai continué. J'ai réussi à être assez performant dès le plus jeune âge. Du coup, j'ai aimé ça et j'ai continué. Juliette, merci. Juliette et Daniel, quels conseils pourriez-vous donner aux personnes qui souhaitent pratiquer le roller dans le département ? De s'inscrire à Pibrac. Ça, c'est pas très objectif. Il y a pas qu'un club quand même. dans le département. De s'inscrire. Élargissons le débat. Déjà, tous les vendredis soirs, il y a une randonnée qui démarre à la place du Capitole, qui est super sympa, qui est accessible à tout le monde. Ça peut être des enfants, ça peut être des adultes, des gens qui n'ont pas beaucoup fait de roller. Il y a des niveaux de randonnée, comme des pistes de ski. Verte, rouge. Et puis, c'est un bon moyen de démarrer, je pense. Et on peut même y aller accompagné avec la famille. Si ceux qui veulent pas se mettre en roller, ils peuvent venir en vélo. Enfin,
Ouais, je pense que c'est un bon moyen de démarrer. Et puis après, il y a 30 clubs dans le département pour s'essayer à cette discipline. Puis on participe au forum des associations tous les mois de septembre. Je crois que c'est en septembre, il me semble, tous les ans. Que ça a bien fonctionné pour Quentin, ça peut fonctionner pour vous aussi. Puis voilà. Super. Et Daniel, tu nous parlais aussi d'une autre course phare qui est organisée depuis 35 ans. Oui. Il y a 35 ans, à Pibrac, nous avons pu enfin avoir un équipement spécifique qui s'appelle un patinodrome. Comme son nom l'indique, un vélodrome sur lequel on patine. Bon, celui de Pibrac fait 170 mètres de long et automatiquement les championnats de France ont été organisés et l'année suivante, il fallait faire quelque chose. Puis nous avons eu l'idée avec deux autres clubs, d'organiser une manifestation qui se déplace sur les 3 sites, Pibrac, Valence d'Agen et Gujan-Mestras à côté de Bordeaux. Donc on a baptisé cette manifestation les 3 pistes. Et sans trop de publicité, nous nous sommes retrouvés avec le monde entier, puisque chaque année, c'est entre 800 et 1000 concurrents qui sont là. Alors nous avons eu toute l'Amérique du Sud, la Colombie, le Venezuela, le Brésil, enfin je passe, les États-Unis, le Canada, tous les pays d'Europe qui savent, qui patinent à haut niveau. Et nous avons même eu une année l'Iran. Il n'y a pas beaucoup de disciplines en France qui reçoivent l'Iran. Cette année, maintenant, c'est un peu plus difficile, même si chaque année, j'ai cette demande. Voilà. Alors, les 3 pistes, c'est donc des épreuves de course qui se disputent les 3 jours de Pâques, le samedi, le dimanche et le lundi de Pâques, sur des distances allant de la vitesse à peu près aux 20 000 mètres. Ok, super. Donc on peut retrouver toutes ces informations. On vous mettra les liens, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation du roller en région Occitanie. Bonne continuation, en tout cas, pour le développement de ce sport. Bravo aux anciens et aux actuels champions. Vraiment, on a eu un grand plaisir de vous recevoir et vous êtes les bienvenus à nouveau pour venir nous en parler quand vous voulez. Pour plus de renseignements, donc https://ffroller-skateboard.fr. Et place maintenant à la chronique sport et fair play. Respectez mon sport. Et si on parlait de sport, la chronique. Et pour la chronique Sport Fair Play, respectez mon sport. L'émission ici, on parlait de sport, a été invitée à l'occasion d'une présentation d'un film de 2 minutes que je vous encourage à regarder, qui va être diffusé sur plein de supports. Donc Audrey, c'était l'occasion de se retrouver dans une ambiance que nous, on veut soutenir. Et si on parlait de sport, c'est aussi de parler de ce sport qui doit être un sport d'accueil, un sport d'amitié, et non pas ce que l'on rencontre malheureusement souvent, encore trop souvent sur les terrains de violence et d'incivilité. Oui, tout à fait, Laurent. Et en plus, du coup, on a souhaité vous proposer la lecture de cette charte, puisque au printemps de cette année, c'est 5 comités de sport collectifs du département de la Haute-Garonne, donc le basketball, le football, le handball, le rugby et le volleyball, qui ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre les violences et incivilités au bord des terrains et dans des salles sportives. Et on a bien vu, malheureusement, très récemment aussi, les conséquences de ces incivilités avec l'arrêt de matchs au stadium. Oui, des matchs et puis surtout un caillassage de bus, des choses qui sont inadmissibles à voir. Il faut qu'on puisse continuer à aller sur les terrains, dans les salles de sport, avec nos familles et pour que tout ça puisse rester un jeu. Le sport n'est pas une bataille et une guerre, mais au contraire, le sport doit rester un jeu. Et on va reprendre simplement pour vous cette charte qui a été proposée et il y a plein d'initiatives qui sont prévues à venir. En tout cas, nous, on est tout à fait dans ce sens-là, dans l'émission « Et si on parlait de sport ». Je reprends tout simplement ces thèmes qui nous ont été proposés. Nous avons décidé de nous unir pour œuvrer ensemble afin de réduire toutes les formes d'incivilité ou de violence. Voilà ce que nous aimerions vivre. Des adversaires qui se perçoivent comme des partenaires du beau jeu. De l'acceptation dans nos erreurs, car elles font partie de l'apprentissage de notre évolution et de notre humanité. D'entendre les supporters et parents nous encourager, car ça nous rend plus forts. De ressentir l'unité et la paix pour mieux jouer. De savoir que c'est possible de changer ses comportements pour que tout le monde soit mieux. De vivre des moments de communion avec tous. De vivre les défaites comme un moyen de s'améliorer. De gagner dans la dignité et le respect. De savoir que l'on est tous différents tout en se respectant.
De savoir que nous sommes seuls responsables de nos comportements. De savoir que nos émotions négatives peuvent être transformées en positives. De voir nos supporters nous encourager dans toutes les situations. Une vidéo de sensibilisation de 2 minutes a été tournée avec le soutien et le concours de nombreux clubs, de sportifs venant de tous les horizons. Vous pourrez la visionner sur de nombreux supports médias et la retrouver sur notre site etsionparlaitdesport.fr à la suite de cette émission. Et si on parlait de sport s'associe pleinement à cette initiative et tient à saluer le travail de l'ensemble des personnes qui, sur le terrain et en dehors, unissent leurs efforts pour respecter mon sport. Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Gilles Galinier au 06 17 03 87 79. Et maintenant, place à la prolongation avec Audrey Vidotto et nos invités. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et on se retrouve pour la prolongation et notre super quiz avec nos invités du jour, donc Mathias Franz, Clément Boulot, Juliette Pouy-de-Batte, Daniel Boniton et Quentin Poujol. Est-ce que vous connaissez le principe du quiz ? Eh non, voilà, on n'a pas écouté l'émission. Alors c'est une battle, ok ? Donc une battle, c'est vraiment une compétition. Donc le triathlon va avoir des questions sur le roller et le roller va avoir des questions sur le triathlon. C'est ok ? Donc on va commencer sur une question triathlon. Donc vous êtes prêts ? Le triathlon, et c'est facile là par contre parce qu'ils ont donné beaucoup d'informations. Donc le triathlon consiste à enchaîner 3 sports dans un certain ordre. Mais lequel ? Donc la natation, la course à pied et le cyclisme. La natation, le cyclisme et la course à pied. Ou le cyclisme, la natation, la course à pied. La natation, le cyclisme et la course à pied. Bravo, c'est une bonne réponse. Alors après, vous pouvez commenter au fur et à mesure hein, s'il y a des... C'est bien, rien à dire. Bon, ouais, voilà. Première question, vous êtes prêts pour le roller, le triathlon ? C'est bon ? Clément, Mathias, chaud ? Oui. Depuis quelle année les premiers rollers existent-ils ? 1570, 1630, 1760 ou 1990 ? Ça, on n'avait pas l'info, mais... Au Moyen-Âge, je sais pas, ils faisaient du roller. Ouais, moi je dirais la première, 1500... 1570 ? Et c'est une mauvaise réponse, c'était en 1760. Je n'ai pas d'autre... Je pense que, du coup, non. Ah, Juliette, pas de commentaire. J'étais pas là. Ouais, il aurait fallu leur poser la question à eux aussi. Ouais, je pense aussi qu'ils n'avaient pas la réponse. Alors, deuxième question. Vous êtes prêts le roller ? Comment s'appelle la tenue du triathlète ? Elle est facultative, mais si longue, il la garde jusqu'au bout du triathlon. La trifonction, la tri-shirt ou la tri-tenue ? C'est la trifonction. Bonne réponse. 2 bonnes réponses contre 0 pour l'instant. Deuxième question, ils sont impressionnés, Mathieu. Alors, de quelle matière les premiers rollers étaient-ils constitués ? De bois et de métal, de plastique et de fer, d'acier et d'aluminium, de tissu et de métal. De bois et de métal. C'est une bonne réponse. Troisième question pour le roller. Vous êtes prêts pour le triathlon ? Donc c'est pour ça que je lui disais ne dis rien. Quelles sont les distances de l'Ironman, un donc des triathlons les plus durs au monde ? Donc on a 3 km de course, 560 km de vélo et 3 km de natation, 560 km de vélo et 60 km de course, 2 km 3 de natation, 321 de vélo et 34 de course, ou 3 km 8 de natation, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. C'est la 3e. Voilà, parce que vous avez triché tout à l'heure, vous avez retenu le premier chiffre, c'est ça ? Je savais pas, mais après je savais que c'est 180 et 42. Voilà, c'est quand même, ils enchaînent un marathon plus 180 km de course, quoi. Bon, bravo. Donc 3 sur 3. Dernière question sur le roller. Chaud patate. Quelle fut l'année de l'arrivée du roller derby en France ? 2008, 2009, 2010 ou 2011 ? Ouais, c'est dur, j'avoue. Est-ce que le roller a la réponse ? Non. Juliette, elle a 2010. Bon, disons 2008 alors. Et elle avait dit c'est 2010. Bravo. Alors, la petite question bonus, c'est la question JO. C'est une question de rapidité, c'est pour ça que vous avez la sonnette. Ok ? Là, je pose une question, j'ai la réponse, mais il n'y a pas de choix. Et c'est le premier qui buzz qui a gagné. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? C'est bon ? C'est à équidistance ? On est bon ? Quel continent n'a jamais accueilli les JO ?
Mathias, il lui dit. L'Afrique. Oui, c'est une bonne réponse. L'Afrique. Bravo en tout cas. Bon, vous avez officiellement c'est le roller quand même qui a gagné la battle, mais vous avez tous gagné le droit de revenir quand vous voulez participer à l'émission. Et si on parlait de sport, et en tout cas merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Et si on parlait de sport? Fin du match. Et c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Pauline. Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver jusqu'au 12 novembre le championnat international de snooker en Chine. Il s'agit d'une des variantes du billard. Du 10 au 12 novembre, il y a la Coupe du monde de patinage de vitesse au Japon. En football, et pour le compte de la 14e journée de Ligue 1, Montpellier reçoit Nice le 10 novembre et Toulouse se déplace à Lille le 12. Passons au rugby avec la 6e journée de Top 14. Samedi 11 novembre, une affiche 100% Occitanie avec Stade Toulousain Perpignan. Il y aura également Castres Oyonnax et Montpellier qui reçoit Clermont. Ensuite, les 11 et 12 novembre, vous pourrez visionner du ski alpin avec la Coupe du monde femmes à Levi en Finlande. Le dimanche 12 a lieu de la MotoGP avec le Grand Prix de Malaisie sur le circuit international de Sepang. Et enfin, du 12 au 19 novembre, il y aura les Masters Tennis ATP à Turin en Italie. Et donc le programme de la semaine, Hajime, enfilez vos kimonos et vos plus belles ceintures de judo, direction Montpellier, pour un retour sur les championnats d'Europe de judo qui se sont particulièrement bien déroulés pour notre équipe de France, avec pas moins de 5 médailles d'or. Alors saluez et montez sur le tatami pour en savoir plus. En deuxième mi-temps, vous ne soufflez pas car ce n'est pas un sport mais 5 en 1 que nous vous proposons avec le pentathlon moderne qui fait partie intégrante des Jeux Olympiques depuis 1912. 5 disciplines différentes, la natation, l'escrime, l'équitation, saut d'obstacle, le tir au pistolet et la course à pied. Ces 2 dernières disciplines ont été combinées lors de la dernière édition des Jeux Olympiques sous le nom de Laser Run. Mais ça, on vous l'expliquera la semaine prochaine. Merci à Mathias Franz, Clément Boulot, Juliette Pouy-Debat, Daniel Boniton et Quentin Poujol. C'est la 22e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 22e émission, Pauline, Marin et à Sébastien, notre partenaire informatique Samperconnect pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Merci Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.